Une des conséquences très importantes par la suite de mon terrain et des conditions dans lesquelles j'ai moi-même cherché à faire mon terrain en collaboration avec les organisations autochtones, comme j'ai dit. Donc c'est que du coup j'ai continué en fait ces collaborations en fait, jusqu'à maintenant. Et donc depuis ces premières collaborations que j'ai travaillé à côté de dirigeants de l'organisation politique régionale, j'ai enchaîné en fait, donc j'ai rentré pour faire ma thèse. Pendant ces périodes, il n'y avait pas eu de collaboration, mais à plusieurs reprises, j'étais donc contacté, etc., par l'organisation, en particulier par un juriste Pedro Garcia Hierro, avec qui j'ai fait plusieurs collaborations, qui était quelqu'un de très intéressant. C'est un juriste espagnol qui, après d'avoir fini ses études de droit, il est parti au Pérou pour une collaboration comme ça, d'une période, une coopération. Et c'est les Awahoun, en fait, c'est les Indiens. Et donc, tout d'un coup, il n'a jamais rentré. En fait, il attendait un buffet d'un cabinet d'avocat à Madrid de son père, mais il est resté vite. Il a passé le reste jusqu'à sa mort, qui est intervenue il n'y a pas si longtemps. Et donc, il est devenu en fait un juriste de terrain et aussi théorique sous les doigts des peuples autochtones, très important. Et très engagé en fait, et donc c'est l'amitié, j'ai tissé une amitié tout de suite avec lui. Il me demandait de participer à différentes initiatives, etc. Et j'ai refusé rarement, parce que bon, ça m'intéressait d'un côté. J'ai senti, à tort sans doute, que bon, c'était important que je le fasse, et que peut-être personne d'autre allait le faire. Bon. Et donc, je participe à différentes initiatives. Et puis, par exemple, lorsque j'étais encore sur le terrain, il y a eu tout un conflit avec l'arrivée de l'exploitation pétrolière. Bon, la région a été exploitée depuis les années 70. Il y avait il y avait nos oléoducs, il y avait différents plateformes d'extraction de pétrole, etc. Mais ils voulaient en fait, l'Occidental Petroleum, une compagnie californienne, voulait faire une exploration en amont du lac Rimachi, donc de ce lac. Et moi, chez les Kandoshi, et puis je me suis rendu compte, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Si jamais ces plateformes d'extraction, si jamais la prospection s'avérait positive, hein, enfin, et donc on passe de l'exploration à la production, et ça pour longtemps, hein, donc ça c'est un désastre pour toute la région. Il faut penser que le territoire Kandoshi en particulier était tout un réseau de lacs, hein, dans un disons, ambiance très marécageuse. Et bon, bah, c'était sans tous les résidus, en fait, de la prospection et surtout de l'exploitation de pétrole n'allait pas s'en aller, en fait, avec l'eau, hein, il resterait donc bon, je pensais que bon, bah, on devait organiser quelque chose, et puis on a organisé une des premières, avec AIDECEP, on a organisé une des premières campagnes anti-pétrolières
au Pérou, à une époque où c'était assez difficile parce que depuis mon arrivée, les pays, ça entre guillemets pacifié un peu. Donc la violence de Sendero Luminoso, la Maratea, bon, a plutôt disparu. Mais il y avait donc du coup ce qu'on a appelé une dictature, enfin ce qu'on pourrait très bien appeler une dictature de Fujimori, du président péruvien, qui tenait à main de fer le pays. Et donc toute contestation pouvait être considérée de la subversion terroriste, etc. Et donc c'était délicat de faire des campagnes contre le pétrole, etc., qui étaient considérées d'intérêt national. Hein. Donc bon, quand même, on a essayé de le faire quand même. Donc ça c'est une des premières contributions. Et puis voilà, donc ça c'était le début de réflexion et d'action autour des droits des peuples autochtones qui souvent en collaboration avec Pedro García Hierro, donc c'est juriste, on a fait, ça a donné lieu à un certain nombre d'ouvrages, en particulier Tierra Adentro. Tierra Adentro, c'était un livre où je voulais en fait réfléchir à mon idée, et ça j'aimerais bien expliquer, c'était de mettre en relation cette anthropologie théorique, abstraite, qu'on faisait en Europe, peut-être au Brésil aussi, avec les préoccupations d'une anthropologie assez pratique et tournée vers des problèmes concrets des populations autochtones du Pérou, en fait. Donc une anthropologie péruvienne, en fait, et pas seulement péruvienne, mais aussi d'autres pays d'Amérique andine, qui était, comme je disais, très tournée par trouver des solutions pour les populations autochtones et anthropologie abstraite. Je pensais que ces deux anthropologies pouvaient tirer profit d'établir un dialogue. Parce que moi, à l'époque, cet engagement avec les organisations indigènes, autochtones, je l'ai vécu un peu comme une situation un peu schizophrénique. Hein. Donc, d'un côté, je faisais de l'action, de l'engagement, etc. Et de l'autre côté, donc, j'ai rentré à Paris et j'ai fait une anthropologie assez spéculative, considérée par certains comme une insulte philosophique. Non. Et donc, j'ai vécu ça de façon un peu comme ça, comme deux choses que je tenais à faire, mais qu'en réalité, jusqu'à un jour, des étudiants, ils m'ont dit, enfin des étudiants que je ne connaissais pas, des étudiants pas à moi, des étudiants qui travaillaient au Pérou, ils m'ont dit, Alexandre, bon, ce qui nous intéresse, enfin nous suivons ton modèle, c'est-à-dire de faire une anthropologie disons, à la fois engagé et théorique. Et je me suis dit, c'est curieux, moi, je vivais ça comme deux disons, activités qui avançaient de façon parallèle, alors que de l'extérieur, on voit ça comme une action cohérente. Et tout d'un coup, j'ai dit, peut-être ils ont raison, peut-être c'est une façon que je n'ai pas compris, mais que... Et puis j'ai commencé à... en fait, peut-être, oui, moi, je ne sais pas, j'ai vécu peut-être ça comme schizophrénie, peut-être parce que chacune des activités me prenait temps, prenait du temps précieux pour l'autre, et donc du coup, j'ai vécu ça mal. Mais en réalité, peut-être, ça a un sens de faire ces deux choses en même temps. Et donc, Tierra Adentro, c'était vraiment essayer de faire dialoguer, enfin de mettre cette anthropologie abstraite au centre d'un problème politique et d'intérêt en fait politique. Hein. Donc c'était la question du territoire. Hein. Et en réalité, ces livres, c'est pour ça que je les faisais avec Pedro García.
il devait avoir la contribution des juristes intéressés par le territoire et donc des anthropologues intéressés par le territoire aussi. Mais finalement, les juristes n'ont pas tellement participé, c'était plutôt les anthropologues qui ont répondu à l'appel. Et donc, des anthropologues comme Eduardo Viveros de Castro, comme Philippe Descola, comme Fernando Santos, comme Jean-Pierre Chaumet et d'autres, Bruce Albert, etc., qui ont permis en fait faire un livre qui a été très bien accueilli. Et donc, il permettait ça d'un coup établir oui, un dialogue, enfin que cette anthropologie abstraite fasse partie de débats politiques. Et donc ça s'est avéré peut-être intéressant, parce que finalement, ce qu'on voit avec les temps, c'est que de plus en plus, les droits des peuples autochtones passent par ce qu'on appelait ça que la Tour appelle la cosmopolitique, passe justement par la prise en considération d'un certain nombre d'éléments de culture qui, en principe, sont étrangers au droit, en termes conventionnels, mais qui s'avèrent justement des bases fortes sur lesquelles fonder en fait des nouvelles revendications, comme tout ce qui est les rapports au mouvement dans les territoires, qu'en principe, ça se voyait plutôt comme partie du folklore, mais qu'il s'avère de plus en plus comme des éléments de grande importance et qui peuvent être traduits en termes juridiques, en fait, comme des bases fortes qui permettent de consolider des revendications territoriales. Donc voilà, ça c'est mais disons que ce livre qui a été fait en 2004-2005, ça a été aussi donc ça c'était un des actions que j'ai continué à mener, la question du territoire. Il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi de mon travail avec les populations autochtones au Pérou, c'était que j'ai croyais que l'opinion publique péruvienne était peu informée en fait de ce qui s'est passé dans les pays lui-même. Bon, l'Amazonie, c'est vrai, c'est le même pays, mais c'est comme si c'était un autre pays en fait. C'est loin. Aujourd'hui, je crois que le Pérou a retrouvé sa partie amazonienne. Mais à l'époque, c'était vraiment éloigné. Le Pérou, c'est un pays dont la capitale est sur la côte. Une côte considérée, on va dire, une zone géographique hispanique, on va dire. On parle espagnol, etc. C'est la tradition coloniale et une tradition côtière, en fait. Donc, et qui a découvert de façon, on va dire, traumatique, sa dimension andine, en fait, avec le côté aussi donc, des Indiens des hautes terres, etc. Et ça, c'était les années 70, 80. Et je pense qu'un certain nombre d'éléments, comme entre autres l'écologie, le nouveau débat sur écologique, etc., ils découvrent aujourd'hui, ces dernières années, l'Amazonie. Mais à l'époque, donc je parle au début des années 2000, encore, je pense que la situation de l'Amazonie en général et des populations en particulier était très peu connue en fait. Il faut dire que la presse, l'opinion publique, était en général très peu sensibilisée par les problèmes des autochtones. Et donc, je pensais on pouvait faire une action de, disons, divulgation en fait de la problématique. Et dans ces cadres-là, donc, j'ai fait différentes choses et j'ai participé à des expositions en fait. Et j'ai participé de façon indirecte à une première exposition
sur l'art et la culture amazonienne à Lima, organisé par une amie à moi, Glenda Landolt, qui donc a voilà, montré un peu de façon très bien faite par ailleurs, donc quelques tableaux faits par une école d'éducation bilingue, multilingue, interculturelle de Iquitos, faite par différents, donc c'était c'était des dessins de cosmologie faites par les étudiants de cette école appartenant à différents groupes ethniques de l'Amazonie. Et donc autour de ces pièces, de ces tableaux, en fait, il y avait donc des objets d'art, des objets d'artisanat, etc., qui étaient, comme j'ai dit, enfin, très peu connus, en fait. Et donc, ces premières expositions a été un succès. Elle a publié un livre, un catalogue, où il y avait donc différentes contributions. Il y avait un texte de Fernando Santos, et moi aussi j'ai participé. Et donc, c'était tellement populaire, était si bien accueilli par les publics que le président du Pérou a voulu en faire une autre, mais organisée par la présidence elle-même. Et en particulier, l'épouse du président, c'était Eliane Carp, qui était donc intéressée pour ce type de questions des peuples autochtones. C'était les autochtones et puis l'Amazonie en particulier. Et donc, cette fois-ci, c'est Glenda Landolt elle-même qui m'a demandé de participer dans ce projet dès le début, comme commissaire en fait. Et donc, on a organisé une grande exposition sur les Indiens de l'Amazonie, avec des éléments aussi de revendication politique, etc., au cœur, disons, de la ville. Et donc, ça a donné comme résultat un catalogue. Bon, c'était des expériences extrêmement intéressantes, que serait long de résumer. Mais voilà, c'est des occasions à lesquelles qu'on arriverait à croire qu'on aurait l'occasion de vivre. Hein. Enfin, tout d'un coup, être le responsable d'une exposition au cœur de Lima, gratuite. Hein. Donc il y avait des milliers de personnes qui entraient et sortaient, qui parlaient de ça, etc. Enfin, il y a plein d'anecdotes, hein, mais moi, je me rappelle des anecdotes qui plutôt, c'est ce qui fait rire pour ne pas pleurer, hein, on va dire, c'est qu'en fait, donc, on avait fait un cours à des guides pour présenter l'exposition, à notre absence en fait. Donc on s'est réunis avec des professionnels du tourisme en fait, pour les expliquer comment eux devaient donc expliquer l'exposition. Et puis apparemment tous les messages ont été bien compris. Et puis un jour je reviens comme ça avec des lunettes entre les publics pour écouter et donc les temps avaient déjà passé et apparemment les sons de respect au peuple autochtone, etc., ça avait un peu effacé et puis révélé les vieux clichés qui étaient sans doute beaucoup plus intéressants pour le public que des explications comme ça, un peu arides sur les droits des peuples autochtones et tout ça. Donc, bref, la question, c'est que je pense que de toute manière, et malgré tout, cette action et d'autres qui sont faites de façon parallèle par d'autres personnes, etc., et on fait prendre un peu conscience, et je crois que ça c'est plus ou moins réussi, hein, pas pour cette exposition ni mes activités, hein, c'est d'autres personnes. C'était de façon simultanée, d'autres initiatives sont faites. Et ça a permis peut-être de faire entrer dans les débats nationaux, hein, politiques nationales, la question de l'Amazonie, la question de respect
des espaces naturels et puis aussi des populations amazoniennes. Et, donc, voilà, toutes ces périodes a finalement, toutes ces différentes activités a finalement débouché sur une dernière action à laquelle j'ai participé. C'est tout ce qui a été la titularisation des territoires, des grands territoires ethniques. En fait, ce qui se passe au Pérou, c'est que il y a une loi, la seule loi qui existe actuellement qui permet de titulariser des territoires pour les peuples autochtones, c'est la loi des communautés. La communauté permet, ne conçoit pas ou ne travaille pas sur l'idée des peuples autochtones, travaille sur l'idée de communautés paysannes et indiennes, en fait. La communauté paysanne, ce n'est pas un peuple, c'est juste quelques personnes qui habitent ensemble. Et donc, c'est à partir de ces noyaux en fait, de population, de co-résidents qu'on circonscrit en polygone enfin, de terre, en fait. Donc, du coup, si on regarde une carte de territoire indien titularisé aujourd'hui, on voit un mosaïque de petites propriétés. Et donc, et on ne voit pas nulle part, en fait, la notion de peuple autochtone, qui est finalement la notion qui est le droit international, qui est la propre du droit international, en fait. Donc, du coup, les peuples autochtones de l'Amazonie péruvienne, organisés, ils ont découvert, ils ont senti la nécessité d'abandonner, en fait, d'aller plus loin que continuer à titulariser selon la loi péruvienne et de commencer à mettre quelque sorte l'État contre les cordes en faisant eux-mêmes des actions de titularisation, d'autodémarcation et en accord avec certains instruments juridiques internationaux que l'État péruvien a signé par ailleurs, et qu'en théorie, ça fait partie de la charte constitutionnelle péruvienne, même si, comme on le sait, tout ça c'était compliqué. Mais donc j'ai commencé à faire des travaux d'autodémarcation territoriale. Et donc j'ai participé à un certain nombre de ces travaux, en fait.